Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour Malika Nouri, comment vas-tu ? Je vais bien, merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de gestion du stress. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. On va voir avec toi aujourd'hui pas mal de tips pour essayer de comprendre le mécanisme du stress, pour essayer d'avoir aussi des solutions concrètes. Et tout ça grâce à ton expertise. Merci encore. Merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours en tant que sophrologue et ce qui t'a amené à te spécialiser dans la gestion du stress, particulièrement chez les femmes ? Alors oui, dans un premier temps, si un jour on m'avait dit que j'exercerais la profession de sophrologue, je n'aurais pas cru cette personne. C'est-à-dire que au départ, je suis enseignante, donc formatrice en alphabétisation, et je suis devenue maman en 2013. Et j'ai eu énormément de difficultés suite à mon enfant qui avait vraiment de gros troubles du sommeil, qui avait un peu d'hyperactivité. Et j'étais complètement démunie et je me suis dit, il faut que je trouve des outils qui puissent m'aider dans mon quotidien. Et j'ai pensé à des formations et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas la sophrologie ? Puis je suis devenue maman une deuxième fois et je me suis dit là vraiment il faut que je fasse cette formation et j'ai entamé cette formation et j'avoue que cette formation m'a permis en fait de non seulement avoir des outils dans mon quotidien, mais de pouvoir les transmettre dans ma famille, dans mon entourage. Et par la suite, comme il m'a fallu exercer et remettre un travail de fin d'études, j'ai pratiqué sur des enfants et sur des adultes, sur des mamans. Ou des femmes qui n'étaient pas spécialement mamans. Et là, j'ai eu vraiment des retours qui étaient positifs et qui m'ont dit, écoute, c'est super ce que tu fais, tu devrais te lancer. Et je me suis lancée en période Covid. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais devenir sophrologue. Et aujourd'hui, ça va faire presque 5 ans que j'exerce cette profession. Ok, super. Vraiment un parcours super inspirant. Donc finalement, toi, c'est vraiment ta propre expérience qui t'a mené vers ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Ok, super, nickel. Alors, on va commencer dans le vif du sujet directement. Moi, j'ai un chiffre, tu me diras ce que tu en penses. Alors, selon l'American Psychological Association, environ 50% des femmes rapportent être régulièrement stressées comparé à 37% d'hommes. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce chiffre, déjà ? Ça ne m'étonne pas. Et en même temps, c'est un petit peu alarmant parce qu'on se dit, on est tellement entouré de femmes aussi aujourd'hui. Et c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait que les femmes soient beaucoup plus stressées que les hommes ? Et c'est toute la question de cet échange et le sujet de cet échange que l'on va aborder parce que c'est effrayant, évidemment. Ok, super. Alors déjà, juste pour comprendre un petit peu, parce qu'on entend souvent parler du stress, etc., juste pour comprendre un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la physiopathologie qui est derrière le stress ? Donc bien évidemment, il y a un mécanisme qui se passe à l'intérieur du corps quand on est face à une situation stressante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ce qui se passe dans le corps ? D'accord. Alors quand une personne est stressée très souvent, donc c'est vrai qu'il y a tout le côté biologie, etc. C'est vrai que c'est pas vraiment mon domaine, mais ce que je sais, c'est que souvent quand les personnes sont stressées, elles perdent leurs moyens, elles sont soit complètement dans un état de léthargie, donc parfois un petit peu engourdies ou comme endormies. Il y en a d'autres qui sont complètement agitées, hyper anxieuses et stressées. Et donc le stress va complètement changer en fait le caractère de la personne et en même temps tout son état psychologique et physique. Voilà, donc face au stress, on peut soit rester dans un état où on ne fait rien du tout parce qu'on se dit je vais jamais y arriver, ou alors on est hyper stressé, on essaye de bien faire, mais malheureusement ça conduit vers des maladies, burn-out, etc.
Ok. Est-ce que tu dirais qu'il y a comme une perte de contrôle pendant une situation de stress ou pas? Oui, alors il peut y avoir une perte de contrôle, tout à fait. En fait, quand on m'avait expliqué un petit peu à l'époque ce que c'était le stress, on nous avait parlé par rapport à, par exemple, à un animal qui se trouve face à un autre animal beaucoup plus grand. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il ne bouge pas, soit il essaye de fuir, ou soit il essaye de trouver une cachette. Mais voilà, donc il y a des états. Et l'être humain va un peu agir comme un animal, c'est-à-dire qu'il va soit complètement être figé, soit essayer de fuir ou rester, ne plus bouger, être anéanti. Et donc le stress peut nous conduire à des comportements comme ceux des animaux en fait. Ok, très bien. Alors selon toi, tout à l'heure on discutait un petit peu du fait qu'il y a une différence finalement assez notable entre le stress chez l'homme et chez la femme. Selon toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces différences sont tellement notables en fait entre les femmes et les hommes aujourd'hui par rapport à notre société actuelle? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, moi, ce que je pense déjà, en tant que femme, alors, il y a, surtout aujourd'hui, je trouve, il y a de plus en plus de femmes qui sont entrepreneuses, mais qui sont en même temps, qui ont la casquette d'être maman. Il y en a d'autres qui sont mères au foyer. Ça génère aussi un stress. Et dans la société d'aujourd'hui, je trouve qu'une femme fait énormément. Elle fait même parfois plus qu'un homme. Elle a toute cette charge mentale où elle se dit, ben voilà, l'horaire de mes enfants, l'entretien de la maison, comment expliquer, aussi, répondre aussi aux demandes familiales. Donc il y a toutes ces choses-là. Et donc la femme est stressée, mais non seulement si la femme, parce que là je parle des femmes qui ont des enfants, et le fait de porter un bébé ou d'attendre une naissance, ça génère aussi un stress, de se dire voilà, est-ce que mon enfant va venir en bonne santé, est-ce que c'est un accouchement. Je fais beaucoup d'accompagnement, par exemple pour ça, si mon enfant va arriver avec toute sa santé, enfin s'il n'aura pas de bec de lièvre, est-ce que ce serait un accouchement par voie basse ou par césarienne. Tout ça peut générer un stress chez la femme, et d'autres femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ça génère aussi un stress. Et donc toutes ces choses-là, voilà, aujourd'hui, le fait que des femmes soient beaucoup plus stressées que les hommes, je pense que les principales sources, c'est dans les tâches qu'elles ont et dans la charge mentale qu'elles ont en fait. Donc en fait, juste pour formuler, donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement actuellement dans la société actuelle, donc il y a tout un tas de facteurs qui font que les femmes sont assez submergées par leur quotidien, que ce soit dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, etc. Donc finalement, effectivement, le cadre fait que nous sommes plus enclins à être stressés. Mais effectivement, à côté de ça, bien sûr, il y a des solutions, il y a des méthodes qui permettent justement de pallier à ça, parce que c'est un fait, et c'est réel, et il faut vraiment qu'on s'y attarde. Exactement. Et je suis l'exemple même voilà, du fait qu'il y a un espoir par rapport à toute cette surcharge, et de trouver des outils, une méthode, une discipline, une routine à instaurer dans son quotidien pour aller mieux, sentir mieux et mieux gérer son stress. Ok, super. Nickel. Merci beaucoup. Alors, la gestion du stress, en fait, alors c'est d'autant plus important que finalement, on sait aujourd'hui que le stress a vraiment un impact sur la santé. Donc, par exemple, l'OMS nous dit qu'en fait, les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de troubles anxieux, et que c'est souvent exacerbé par du stress. Donc, on sait aujourd'hui, comme je te dis, que le stress vraiment a des conséquences importantes sur la santé à la fois physique et mentale. Selon toi, quels sont les principaux impacts que tu as pu observer chez tes clientes? Alors oui, les impacts, ça, tout ça affecte en fait leur santé physique et psychologique. Donc les personnes qui viennent chez moi, elles ont souvent elles se disent ben voilà, je me sens pas bien, j'y arriverai pas, ça conduit à des burn-out, ça conduit à un taux de stress, d'anxiété, donc c'est des périodes de maladie qui sont longues. Au niveau physique, c'est des douleurs au niveau des cervicales, du dos. Ben, elles-mêmes elles disent voilà, je porte énormément, donc elles ont souvent de gros problèmes au niveau du dos. Et voilà, donc le fait de jongler en fait avec ces multiples casquettes et qu'elles ne parviennent pas à trouver dans un premier temps des outils qui peuvent les aider, eh bien ça affecte leur physique et leur santé mentale, tout à fait, ouais.
D'accord. Après, je pense que c'est aussi important de préciser aussi que il y a plusieurs niveaux de stress et le stress de toute façon c'est physiologique et c'est à la base une réaction, un mécanisme naturel, et que c'est quand on parle de stress chronique que ça peut poser problème et que ça peut effectivement notamment avoir des conséquences au niveau de la santé. Exactement, oui, voilà, il y a différents niveaux de stress, exactement. Mais c'est vrai que les personnes qui viennent chez moi, c'est souvent, et malheureusement, quand le stress a atteint un niveau presque de maladie chronique en fait, voire même de maladie chronique. Alors, j'ai certaines personnes qui viennent chez moi où c'est juste des troubles du sommeil, ou alors à un niveau de stress que quand il y a des bilans à remettre au travail ou des présentations à faire devant un groupe, ou parfois ce sont uniquement pour des entretiens d'embauche, etc., etc. Là, évidemment, c'est pas un stress d'ordre de chronique, c'est vraiment un stress passager. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus, on va dire, facile en tout cas à pouvoir accompagner et outiller, même si ceux qui sont atteints de stress chronique, je ne dis pas qu'il n'y a pas de facilité derrière, mais le chemin est un petit peu plus long pour pouvoir trouver donc une issue favorable, quoi. D'accord. Et justement, parmi les signes avant-coureurs, tout à l'heure tu parlais de sommeil, de troubles de sommeil. Est-ce que tu as 2-3 signes comme ça avant-coureurs, justement, qui nous permettent de voir arriver le stress chronique et le stress qui peut justement devenir maladif? Voilà, s'il y a 2-3 petites signaux d'alerte à prendre en considération. Oui, le premier, c'est vraiment le trouble du sommeil. Donc, généralement, c'est un des facteurs, c'est un des signes, on va dire. On se dit, voilà, je me lève tout le temps à 3 heures, je n'arrête pas, mon cerveau est en activité, je réfléchis tout le temps, je me lève, je pense à mon travail, je me lève, je pense à ma to-do list. C'est l'une des premières choses, on va dire. Et puis, le fait parfois de ne pas savoir sortir du lit, ça aussi, c'est lié à un stress, c'est de se dire, il y a une nouvelle journée qui démarre, j'y arriverai pas, je suis fatiguée, j'ai pas envie de prendre les transports en commun. Il y a comme un rejet, on n'a plus le goût, l'envie de faire quelque chose. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, il y a parfois des gens qui se coupent aussi des invitations parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus la force, plus l'énergie d'aller voir des amis à l'extérieur, la famille. Ça aussi, ça peut être un des signes, c'est de se dire tiens, mais qu'est-ce qui va pas? Voilà, tous ces petits signes-là, je pense que c'est des facteurs à prendre en compte, enfin des signes à prendre en compte. Ok. D'où l'importance effectivement aussi toujours de s'observer, de s'écouter et d'être à son écoute, d'être à l'écoute de ses sensations, de pouvoir se dire tiens, en fait le gros souci que je remarque chez les femmes qui viennent en séance, c'est de ne pas profiter en fait du moment présent. C'est que quand elles exercent quelque chose, une tâche, elles sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après, il me manque ça pour ma recette, je dois encore prendre un rendez-vous chez le dentiste pour un tel, je dois faire ceci. Et donc elles n'arrivent pas à s'ancrer, elles sont dans un exercice comme ça, je dis toujours c'est comme si c'était un hamster qui tournait dans une cage et qui continue à tourner, elles parviennent pas en fait à mettre leur cerveau, comme on dit, en pause et à être dans le lâcher prise. Et ça demande évidemment un exercice et ça demande d'avoir des outils pour pouvoir le faire, forcément, oui. Ouais, d'où le fait de se faire accompagner sur ça, parce qu'effectivement c'est pas facile à mettre en place. Non, exactement. Ouais, c'est facile. Justement, on va plus un petit peu s'attarder là à la sophrologie. Donc pour les auditrices qui ne connaissent pas forcément c'est quoi concrètement la sophrologie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi elle peut aider concrètement à la gestion du stress? D'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tiens, la sophrologie, j'ai jamais entendu. Quand je leur dis, voilà, je suis sophrologue, ah, c'est quoi, c'est nouveau? Puis je leur dis, non, pas du tout. Je te dis, la sophrologie, ça existe vraiment depuis les années 60. Et à la base, c'est un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, qui a créé cette discipline. Alors, cette discipline, c'est un peu un mélange de méditation, de pleine conscience, de yoga. Certains diront même d'hypnose, même si la sophrologie, ce n'est pas du tout de l'hypnose.
Et il a fait de cette discipline un peu comme comme si on mélangeait plein d'ingrédients dans une recette, et il s'est dit, ben voilà, je vais en faire la sophrologie. Et la sophrologie, ça permet non seulement de travailler sur son esprit, donc sa tête, mais en même temps sur son corps. Alors, il y a vraiment 3 choses hyper importantes en sophrologie. La première, c'est la respiration. La deuxième, c'est tout ce qui est visualisation et pensée positive. Donc, c'est vraiment le mental. Et la troisième, c'est faire des exercices avec ce qu'on appelle des contractions et des relâchements musculaires. Donc, c'est un peu... je dirais, comme quand on parle de discipline, c'est un peu comme un sport. Donc si moi je décide, par exemple, c'est un exemple, mais d'aller faire les 20 km, je peux pas me dire, tiens, la semaine prochaine je m'inscris, je vais aller faire les 20 km. Je risque de me blesser, de me faire mal. Par contre, si je m'exerce chaque jour un petit peu, je vais courir une demi-heure, et puis le lendemain je vais courir 1 heure, et puis etc. Et je me prépare pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, je suis prête à aller faire les 20 km de Bruxelles. La sophrologie, c'est un petit peu ça. C'est essayer de mettre dans son quotidien des exercices de respiration, des exercices de contraction, de relâchement musculaire et la pensée positive dès le réveil. Et il y a aussi toutes des techniques qui amènent à s'endormir plus facilement. Donc ça on parle de sophrologie pour pouvoir mieux dormir le soir. Il y en a d'autres pour pouvoir mieux s'ancrer, d'autres parce qu'on est hyper stressé et qu'on a besoin justement de relâcher toutes les tensions. Et donc il y a plusieurs pratiques en sophro. Voilà, la définition de la sophrologie, c'est un petit peu ça. Ok, c'est une définition très intéressante et qui donne vraiment envie, en tout cas, de s'y intéresser encore plus. La sophrologie, souvent on connaît à travers les séances de sophrologie qu'on peut avoir, notamment par exemple en maternité quand on est enceinte. Et c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de bien sur le moment. Et moi, je suis persuadée effectivement que la sophrologie c'est un outil puissant, surtout là aujourd'hui dans l'ère du temps. Voilà, le stress, c'est le mal du siècle, et c'est vrai que pouvoir gérer ses émotions, c'est vraiment puissant comme outil à développer. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Est-ce que, tu as déjà dit quelques-unes des techniques, mais est-ce que tu peux nous citer 2-3 techniques qui sont propres à la sophrologie? Oui, tout à fait. Alors, une des premières, vous avez certainement peut-être déjà entendu parler pour certaines, de la cohérence cardiaque. Oui. Alors, ce sont des exercices de respiration, et ce que je fais en sophrologie, c'est de la cohérence cardiaque, mais on va parler par exemple de respiration en carré. Alors, la respiration en carré, c'est quoi? C'est basé sur 4 temps de respiration. Donc, il faut savoir que, ça c'est vrai, je dois le dire parce que c'est super important, quand on parle de respiration en sophrologie, on parle de respiration abdominale et ventrale. Donc, la respiration se passe vraiment au niveau du ventre. Quand j'inspire, mon ventre gonfle, et quand j'expire, mon ventre redescend, si vous voulez, le nombril redescend. On ne parle pas de respiration thoracique, donc il n'y a rien qui se passe au niveau de la partie thoracique. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est les médecins qui le prouvent, c'est que quand on respire par le ventre, nos intestins vont se détendre, et automatiquement, ça c'est vraiment la science, ils vont aller sécréter 95% de notre taux de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, donc rien qu'en respirant par le ventre. D'où, quand on parle de respiration en carré, il est important de faire une respiration abdominale. Donc j'inspire, quand je dis sur 4 temps, c'est par exemple 4-5 secondes. J'inspire, le ventre gonfle. Je vais faire un petit temps d'apnée, donc de rétention d'air, pendant 4 secondes. Donc j'arrête un petit peu de respirer. Et puis j'expire sur 4 secondes aussi, ou sur 5. Je prends le temps. Et puis de nouveau, je prends un temps d'apnée, avec mes poumons cette fois-ci qui sont vides, parce que dans un premier temps, quand j'inspire, mes poumons sont pleins. J'inspire, hop, je fais une petite rétention, j'expire, et de nouveau, je fais un petit temps d'apnée, de rétention d'air, mais là, mes poumons sont vides. Pourquoi respiration en carré? C'est de visualiser tout simplement un carré, et de faire le contour de ce carré en faisant les exercices de respiration. Ça, c'est un premier. Je trouve que c'est un exercice, une pratique en tout cas à mettre dans son quotidien, qui est donnée à tout le monde. Au final, la respiration, on l'a dès la naissance, elle nous accompagne durant toute notre vie, et puis quand on a fini de vivre, on laisse, comme on dit, notre dernier souffle. Donc la respiration, je dois rien avoir comme outil.
c'est ça qui est super, je trouve, en sophrologie, c'est que c'est en nous. Il suffit juste d'apprendre à bien respirer. Et quand on voit, et je fais une petite parenthèse, mais quand on voit les bébés à la naissance, parce qu'on parlait de sophrologie et tu parlais justement de l'accompagnement pour les accouchements. Eh bien, à la naissance, le bébé, on voit vraiment son ventre qui monte et qui descend, son ventre. C'est une respiration innée. Et puis, par la suite, je pense que c'est lié, je sais pas que je pense, on le dit, on l'explique, suite à des chocs émotionnels, des traumas, ça peut être une séparation au niveau des parents, un deuil, l'harcèlement scolaire, peu importe, plein de choses. La respiration qui était innée et qui était vraiment une respiration ventrale devient une respiration thoracique. Donc on respire, mais on fait monter un peu notre cage thoracique, notre partie thoracique, et c'est une respiration qui justement n'est pas fluide et qui se bloque. Et donc des fois on se dit je manque d'air, j'ai besoin d'air, j'ai l'impression d'avoir un nœud. Et c'est parce que notre respiration ne se fait pas au niveau du ventre, qui en plus on dit que notre ventre c'est notre deuxième cerveau, c'est vraiment ça. Donc ça c'est une première technique. La deuxième, je pourrais parler de la technique qui s'appelle Jacobson, qu'on peut trouver sur internet, qui est très longue normalement, qui dure 1 heure, mais on peut la raccourcir et on peut faire en sorte de porter son attention que sur 2 parties du corps. On va dire ici par exemple les 2 bras et les 2 jambes. Je commence par exemple à inspirer et puis je vais faire une petite contraction au niveau de mes 2 bras, très légère. Donc en fermant par exemple mes 2 poings. Donc j'inspire, je fais une contraction de mon bras droit, de mon bras gauche, et au même moment où je contracte légèrement, je vais retenir l'air, quelques secondes. Et puis je décide à un moment donné d'expirer, et je vais relâcher cette contraction en même temps. Donc je vais rouvrir les mains, je vais souffler. Et puis je peux faire ce même exercice, donc toujours en portant mon attention sur mes 2 bras, dans un premier temps en faisant une contraction avec une intensité légère, la deuxième avec une intensité moyenne, et puis la troisième avec une intensité beaucoup plus forte. Et puis je vais relâcher. Et je vais faire la même chose avec mes jambes. Et là on va se dire, tiens, comment contracter mes jambes ? La sophrologie, c'est vrai qu'on peut faire ça soit debout, assis ou couché. Mais qu'on soit debout, assis ou couché, on peut contracter les muscles de nos jambes, soit en essayant de les appuyer sur le sol un peu plus, ou sur le canapé, d'enfoncer ses jambes, ou de ramener ses orteils à soi, ou de mettre les orteils un peu plus vers l'extérieur. En fait, vous devez faire ce qu'il y a de mieux pour vous, mais vous devez essayer de faire une petite contraction pour montrer au corps qu'on contracte et on relâche par la suite les tensions à l'expire. Ça, c'est une super technique aussi que vous pouvez retrouver sur Internet et qui a des effets vraiment bénéfiques pour se sentir mieux et relâcher toutes les tensions accumulées durant la journée. Super, merci beaucoup pour tout ça, c'est vachement intéressant. Moi, je suis toujours ébahie de voir en fait à quel point la respiration peut avoir un impact sur la santé de manière générale. Et c'est vrai que moi, je recommande énormément la cohérence cardiaque lors de mes consultations notamment. Et c'est vrai que en école de naturopathie, on avait vu effectivement aussi les différences des respirations entre la respiration abdominale et thoracique, et savoir effectivement que la respiration thoracique est quelque part provoque quelque part un genre de stress, et que la respiration abdominale, c'est la respiration finalement à privilégier. Je trouve ça vraiment super intéressant, super utile. Et voilà, je suis complètement fan de tout ce que tu viens de dire, la respiration, etc. C'est vraiment des choses, en plus comme tu le dis, c'est des choses qui sont données à tout le monde, c'est plutôt simple à mettre en place, c'est gratuit, et ça fonctionne, quoi. C'est ça qui... Tout à fait. Ok, super, merci pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit cas pratique ? Moi, j'aime bien demander des cas pratiques, des exemples concrets, sans forcément, bien sûr... dévoiler une identité, mais voilà, une patiente que tu as réussi à aider à gérer son stress, et comment tu as pu faire ça justement à travers ton accompagnement. D'accord.
Alors, il faut savoir que j'ai de plus en plus, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de plus en plus de professeurs qui viennent d'institutrices des écoles, mais qui sont en même temps à côté entrepreneuses. Donc, elles exercent une activité tout autre, en plus de leur travail de professeur. Et j'ai eu comme ça donc un cas qui est venu en séance et qui me disait moi j'ai du mal à lâcher prise, j'ai besoin de faire 36 000 choses en même temps, mais en même temps quand je fais ces choses-là je sens que j'ai les bâcles et je suis hyper stressée, j'ai du mal à dormir, du coup j'ai un petit peu des douleurs voilà au niveau de la tête, je viens chez toi parce que j'ai besoin de lâcher prise. Alors je lui dis ok, donc on va déjà faire des exercices de respiration, donc on a fait plusieurs techniques, hein, que ce soit la cohérence cardiaque, respiration au carré, la technique de Jacobson, la sophronisation de base, la visualisation positive, etc., etc. Évidemment, moi je le dis parce que je suis quelqu'un je suis sophrologue, mais en même temps je suis quelqu'un qui fait très attention à mon alimentation et qui exerce une activité sportive à côté. Et les personnes qui viennent chez moi et qui se disent je suis magicienne et en un claquement de doigts tout va bien se passer, je leur dis qu'à côté de ça, il faut avoir une bonne alimentation, parfois même des compléments alimentaires, de bons compléments alimentaires, parce que ces personnes viennent là en se disant ça va aller mieux directement. Non, il y a tout un accompagnement à faire. Donc j'avoue que je dis à mes patientes, je leur dis, voilà, est-ce que vous prenez du magnésium? Est-ce que vous mangez protéiné le matin, etc., etc. Et j'accompagne en même temps, parce que je ne veux pas vendre des choses qui sont, voilà. Je trouve que c'est un pack. Tout ça, c'est la sophrologie, l'alimentation. Ah oui, exactement. Et donc, cette personne-là, je l'ai surtout accompagnée par rapport au lâcher-prise. Et je suis partie, on va dire, on est parti très loin, parce que c'est une personne en plus qui a des troubles de l'attention et d'hyperactivité depuis qu'elle est jeune fille. Et donc, elle me dit parfois, je suis un peu comme une poule sans tête. Et donc, dans l'accompagnement de la visualisation, ce que j'essaie de faire aussi, quand je fais des séances, c'est d'accompagner avec un audio et de transmettre l'audio aux personnes pour que celles-ci puissent écouter de la maison la pratique qu'on a fait ensemble. Et donc elle me dit voilà, maintenant je m'endors un peu avec ta voix, des fois quand je suis en voiture aussi je mets ta voix, je fais des exercices de respiration, quand je suis à un feu rouge, quand j'arrive avant de donner cours et tout. Et elle me dit très sincèrement, parce que j'essaie de mettre en place ma petite routine où je me dis je fais 5 à 10 minutes de sophrologie par jour, je suis complètement dans lâcher prise. Et jamais j'aurais cru que je serais dans lâcher prise. Elle me dit tu sais que j'ai ça dans une semaine, mais c'est pas grave. Et donc je me dis c'est plus la même personne. Et ce qui est fou, c'est que ses collègues autour d'elle ont dit la même chose. Ils m'ont dit on a remarqué une différence. Voilà, elle venait de loin et aujourd'hui elle me dit je suis complètement dans lâcher prise. Elle part en vacances, elle lit alors qu'elle lisait plus. Elle met son travail un peu plus de côté. Donc elle se fait passer elle en premier. Elle est devenue la priorité. C'est pas son travail. Et ça elle me le dit, elle me remercie tout le temps. Elle me dit c'est parce que je suis venue te voir et qu'il y a eu un déclic, qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et grâce aux outils, grâce aux techniques, je me sens mieux. Voilà. Le pouvoir de lâcher prise. Le pouvoir de lâcher prise. Et c'est fou parce que le lâcher prise, je lui dis toujours, parce qu'elle est souvent avec son téléphone. Et donc évidemment en séance, je dis pas de téléphone à l'intérieur, vous laissez vos affaires à l'extérieur dans la petite salle d'attente. Et je dis le lâcher prise, c'est aussi retirer la prise. Quand tu veux que ton téléphone soit tout le temps chargé, à un moment donné, il faut se dire, il faut le laisser de côté. Et c'est ça aussi le lâcher prise, c'est de se dire, ok, j'ai plein de trucs à faire, mais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour me sentir bien? Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est peu importe, prendre un petit thé, etc., etc. Mais trouver un moment dans son quotidien où on profite du moment présent. Super. Bon, c'est une belle histoire. Ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur. Évidemment, quand on souffre de stress, le stress, on le compartimente pas. C'est-à-dire que quand on souffre de stress, c'est à la fois au travail, dans la vie de famille, enfin un petit peu partout. Mais concrètement, par exemple, pour la gestion du stress au travail, qu'est-ce que tu peux nous donner comme stratégie? Qu'est-ce que tu recommandes comme stratégie dans le milieu professionnel pour aider à ce stress qui peut être lié au travail? Je pense que c'est une réalité pour de nombreuses femmes, notamment. Donc voilà. Alors avant de trouver des stratégies pour mieux gérer le stress au milieu professionnel, moi je conseillerais d'abord à ces personnes-là de développer une routine en fait dans leur quotidien.
Donc, ça veut dire quoi? Développer une routine du sommeil. C'est déjà se dire, tiens, je vais essayer d'aller dormir tous les jours à 22h maximum. Même si je n'ai pas sommeil, je me mets au lit, je prends un livre, j'essaie de m'éloigner de tout ce qui est lumière bleue, ordinateur, etc., etc. Au travail, limiter sa consommation de café. Parce que je vois des personnes qui disent, je suis hyper stressée, mais j'ai besoin de mon petit café, c'est mon moment réconfort, c'est pas bon. Ça augmente le stress encore plus. Donc moi, je limiterai un café par jour. Bien boire, bien s'hydrater, essayer de prendre l'air, marcher, demander de l'aide, c'est fou, c'est quel lapsus, demander de l'aide si nécessaire. Et puis quand on est au travail, donc, ce qui est magnifique en sophrologie, ce sont des techniques qu'on peut faire, parfois qui ne sont même pas, que les gens ne parviennent même pas à voir. Donc moi j'applique parfois des techniques dans le métro, dans les transports en commun. Les gens ne remarquent même pas que je fais de la sophrologie, parce que je suis dans ma respiration et dans ma visualisation positive. Alors, si ça nécessite des exercices de contraction et de relâchement musculaire, comme on a parlé là tantôt de la technique de Jacobson, je peux m'isoler à un moment donné quelque part dans une pièce à l'extérieur et essayer de faire, contracter, relâcher, respirer, souffler. Je le fais par exemple quand je fais les devoirs avec mes enfants. Donc j'ai un enfant que je dois vraiment suivre pour qu'il puisse faire ses devoirs. Je m'isole dans une pièce, je fais mes petits exercices, je redescends, je parviens plus facilement à l'aider, à l'accompagner à faire ses exercices en mathématiques, parce que c'est déjà un truc que je n'aime pas, je m'embrouille très souvent avec lui, donc je trouve un moyen de m'isoler pour pouvoir le faire. Donc au travail, c'est d'essayer de trouver aussi un moment où je peux mettre ces pratiques en place et de pouvoir les faire. Alors, le milieu du travail dans lequel on est, ça dépend aussi. Il y a des gens qui disent, moi je donne cours, comment est-ce que je fais? Essaie de le faire avec tes élèves. Oui, je suis avec mes collègues et tout dans le bureau, tu peux leur parler, tu peux leur dire, vous savez, quand le boss il vient nous parler ou il nous jette des trucs comme ça à faire, il y a moyen de faire ce truc-là et on se sentira beaucoup mieux. C'est d'essayer de mettre ça en place. Après, il y a d'autres personnes qui, eux, organisent au sein de leur entreprise des journées bien-être, et ça c'est super parce que je suis amenée une fois par mois à aller animer un atelier de sophrologie de groupe pour le personnel hospitalier. Et là, franchement, c'est génial parce qu'ils ont toute une journée où on leur parle de nutrition, d'alimentation, où ils vont faire de l'art-thérapie, et puis ils ont l'atelier sophrologie, et donc ils repartent avec des outils, des techniques, et ça c'est génial. Mais maintenant, chaque structure ne le permet pas de le faire, mais c'est à nous en fait d'essayer de mettre ça en place. Moi par exemple, quand je vais travailler, j'exerce à côté de la profession de sophrologue un autre métier, je mets en place des routines dans mon travail, quand je suis au bureau, peu importe, et franchement ça fonctionne. Et je m'autorise à aller boire, à sortir, à ne jamais rester manger à l'intérieur du bureau, quand bien même il y a des deadlines, quand bien même il y a des trucs à remettre hyper tôt, je dois couper, si vous voulez, je dois essayer de me dire, je mets mon cerveau en off pendant 5-10 minutes, je prends l'air, peu importe le temps qu'il fait dehors. Ça c'est important. Ok, super. Donc, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, c'est important de mettre en place des routines et d'avoir une certaine rigueur pour s'y tenir. Je note que c'est vraiment important. Et autre chose aussi, effectivement, c'est que au-delà vraiment, je retiens le côté holistique du stress, en fait, finalement. Effectivement, il y a aussi l'alimentation, bien sûr, qui a un impact sur le stress. Le sommeil, tu l'as parlé. Parce qu'effectivement, quand on dort peu ou mal, on a plus de risques, effectivement, d'être stressé ou de se sentir mal. Donc, l'alimentation, le stress, favoriser les liens sociaux. Tout à l'heure, tu parlais d'art-thérapie, ce genre de choses. Hydratation. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ce sont effectivement des choses à mettre en place aussi, de manière holistique, pour pouvoir optimiser aussi, bien sûr, la gestion du stress. En général, de toute façon, en santé, il n'y a pas un seul facteur, c'est plutôt multifactoriel. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir cette vision globale pour pouvoir avoir un bon impact et un bon équilibre. Exactement. Ok, très bien. Alors, ça, c'est super clair pour les petits tips, dans la vie du travail et au niveau familial. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, faire les devoirs avec ton fils, ça peut être source de stress. Comment la sophrologie a pu aider les femmes à trouver un équilibre justement entre leur vie familiale et leur bien-être personnel?
alors, ce que je trouve génial, c'est que de plus en plus, soit ce sont des femmes qui me disent, ben voilà, j'ai gardé mon neveu et ma nièce l'autre jour et je leur ai dit, écoutez, venez, on va se mettre dans une position couchée et je vais vous montrer ce qu'on peut faire en mettant une balle en mousse sur votre ventre ou en mettant un accessoire, peu importe, un vêtement, un petit coussin, et de vous expliquer ce que c'est la respiration abdominale. Et donc, quand elle m'a dit, j'ai fait ça avec mon neveu et ma nièce, je me dis, c'est super. Et puis, il y a des femmes qui viennent me dire, j'ai fait ça avec mes enfants. Donc, c'est d'essayer d'instaurer, en fait, ces routines avec la famille, tout simplement. De se dire, ben voilà, on va essayer de mettre en place quelque chose. Vous arrivez de l'école, vous êtes stressé, vous êtes fatigué, il y a eu toutes les frustrations de la journée. C'est de se dire, on se pose, et on va essayer de faire quelque chose ensemble, et puis ça les amuse. Et puis, j'ai aussi des adolescents qui viennent. Hein. Les adolescents, au départ, ils disent, moi, qu'est-ce qu'elle me raconte et tout. Puis au final, ils disent, c'est un peu comme me préparer une compétition sportive, en fait. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, on accompagne aussi des sportifs, de haut niveau ou pas, avant une compétition, que ce soit sur un ring, un tatami, sur un terrain, bref, dans un bassin de natation, peu importe. J'ai dit, mais c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en place ensemble, vraiment ensemble. Alors, c'est pas du yoga, parce que moi, je vous avoue que tenir dans une posture très longtemps comme ça, c'est pas trop mon truc, mais c'est vraiment des exercices de respiration. Il y a moyen parfois aussi de sauter un petit peu, de relâcher ses épaules, de relâcher la nuque, de faire des petits balancements avec le bassin, à l'inspire, à l'expire. Et tout ça, en fait, c'est un peu comme une petite gymnastique. Mais le fait de mettre en place ça à la maison, je trouve que déjà quand on sort du boulot, quand on travaille et qu'on rentre et qu'on met en place cette petite routine, c'est chouette pour tout le monde. Vraiment, c'est bien pour tout le monde. Donc, je conseillerais de le faire en tout cas. Ok. Voilà. Ok, très clair. En plus, ce qui est vachement intéressant aussi dans les techniques que tu proposes, c'est effectivement le fait que la sophrologie, finalement, on peut la pratiquer de manière autonome, et c'est ça que je trouve, c'est vachement intéressant, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire à la maison, donc comme tu le dis, en famille par exemple, etc., ou soi-même tout seul, au boulot, au travail. C'est vraiment intéressant. Oui, et puis j'ai aussi un jour une infirmière qui m'a dit, c'était en période de Covid, elle me dit, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas, je me mettais dans le bureau et je commençais à fermer les poings, et elle me dit, je faisais une grimace comme ça, enfin je crispais tout mon visage et je soufflais très fort parce que j'avais besoin d'évacuer. Je dis sans le savoir, tu faisais de la sophrologie. Donc parfois sans même le savoir, on fait de la sophrologie, et c'est pour ça que je dis, voilà, c'est à instaurer dans son quotidien, et sincèrement, quand ça devient une routine, on en redemande en fait. C'est de se dire, ça me fait tellement du bien que j'ai envie de continuer sur cette lancée, quoi. Ouais, moi je suis vraiment fan et adepte de toutes ces petites choses qui prennent pas énormément de temps dans le quotidien, mais qui ont un impact fou et qui font un bien fou en fait finalement au niveau bien-être mental, physique. Enfin voilà, c'est vraiment des petites choses qui sont très importantes. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai qu'on parle souvent de visualisation en sophrologie, et il y a des personnes, je pense, notamment les personnes qui ont du mal à lâcher prise, ça peut être difficile aussi de faire cet exercice de visualisation. Est-ce que c'est donné à tout le monde ? Alors, c'est pas donné à tout le monde, et c'est ça en fait c'est pour ça que j'essaie de travailler justement avec la personne. Donc, on commence par des petits exercices de visualisation. Donc, par exemple, ça peut être, tiens, voilà, est-ce que dans notre échange, je vais dire, est-ce que tu as vécu à un moment donné est-ce que tu as un souvenir passé où tu t'es senti en joie, en paix, où tu as réussi quelque chose, où tu t'es senti fier de toi, un moment positif. Et donc, très souvent, les personnes vont réfléchir, vont dire, ah oui, ça peut être, je sais pas moi, quand j'ai réussi mon permis, ou mes dernières vacances en famille, quand j'ai passé un moment avec ma grand-mère. Ou il y en a d'autres qui vont dire c'était un voyage à l'étranger qui m'a nourri spirituellement, etc., etc. Et donc c'est de repenser, si vous voulez, à ce moment qui est positif. Généralement, ça fonctionne parce que j'essaie de conduire la personne à penser à ce moment en l'amenant à le revivre quelque part. C'est comme si je me faisais un flashback en arrière dans ma ligne du temps, et je repense à ce moment avec tous mes sens. C'est-à-dire que le sophrologue, qu'est-ce qu'il va faire ? Le ou la sophrologue va dire, tiens, quand tu as vécu ce moment positif, est-ce qu'il y avait des personnes autour de toi familières, ou une odeur, ou un bruit, un son, est-ce que tu goûtais à quelque chose ? Donc, d'essayer de ramener cette personne dans ce moment passé avec les 5 sens.
Et donc, souvent, les personnes me disent ah oui, c'est fou, c'est comme si je me retrouvais, par exemple, je vais inventer, au Maroc, et que j'étais dans le désert avec telle personne et tout ça. Et donc, s'ils parviennent pas à visualiser un long moment comme celui-ci, on commence par des petites choses, par des objets neutres de la nature. Tiens, si tu fermes les yeux et si tu devais penser à quelque chose qui te détend ou quelque chose comme ça, tu penseras à quoi? Donc il y a certaines personnes qui me disent moi je vois un arbre, il y a d'autres qui me disent un champ de tournesol, il y a d'autres qui me disent rien, mais c'est ok, c'est pas grave s'ils voient rien du tout. Le plus important c'est d'être dans la détente, de lâcher prise, et parfois ils ne parviennent à visualiser ou à penser positivement qu'après 2-3 séances, tout dépend. Et il y en a d'autres qui sont hyper réceptives, donc ils vont très vite penser à quelque chose de positif. Mais généralement, j'avoue que j'arrive à conduire la personne vers une pensée positive parce que elle se sent en confiance. Tout ça, c'est un contrat de confiance, de bienveillance, de non-jugement, et le fait de se dire, tiens, il y a des personnes, par exemple, qui sont venues en séance et qui ont déjà pleuré parce qu'elles m'ont dit, j'arrive pas à penser à quelque chose de positif de mon passé. Et puis je dis rien du tout, et j'ai dit écoute, il n'y a pas de problème et tout. J'ai dit voilà, on fait avec. S'il y a un moment où quand tu sors et que tu t'assis sur un banc, ça te fait du bien, ça peut être une pensée positive. Si c'est de se retrouver ce soir et manger le soir chez toi et manger un petit morceau de chocolat noir, c'est positif aussi. Ah ouais, c'est un petit moment cadeau, ouais, je vais penser à ça. Alors ils vont penser à quelque chose qui va à l'instant T leur procurer du plaisir, quoi, une pensée positive. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Alors on essaye tout simplement de fermer les yeux et de penser à quelque chose de positif. Mais parfois, voilà, il y a des gens qui me disent j'y parviens pas, ou qui pensent à autre chose, qui pensent à leur liste de courses et tout ça. Mais ça, on essaye petit à petit, évidemment. Ouais, c'est tout un travail. C'est tout un travail, oui. Ok, d'accord. On arrive bientôt à la fin, malheureusement. C'est super intéressant, donc je pourrais en discuter encore des heures avec toi, mais malheureusement, il faut qu'on clôture aussi. Avant de clôturer, moi, j'aimerais que tu nous expliques. Alors, c'est vrai que souvent, en tout cas, les techniques que tu nous as montrées aujourd'hui, que tu nous as transmises aujourd'hui, on voit très bien l'impact sur le court terme. Donc vraiment, moi, comme je disais, il y a les techniques de cohérence cardiaque, respiration, etc. C'est des choses qui sont très, très, très tangibles. Mais est-ce que les bénéfices peuvent être aussi observés sur le long terme? Ah oui, mais franchement, oui, ça peut être observé sur le long terme, parce qu'en fait, comment expliquer? Dès lors où on essaie par exemple, dès le matin, de faire des exercices de cohérence cardiaque. Le soir, d'essayer de penser à quelque chose de positif. Tiens, avant de m'endormir, j'ai envie de penser à mes dernières vacances que j'ai passées, à un lieu où je me sentais bien. Si on instaure ça vraiment dans son quotidien, je vous assure que on change. C'est-à-dire que nos pensées sont positives. On envoie un message quelque part, en fait, à notre cerveau, et on le rassure quelque part. C'est comme si on se disait, tiens, je vais bien, je me sens bien, je pense à quelque chose de positif. Donc, sur le long terme, sincèrement, ça a ses bénéfices. Je le dis parce que je l'ai vu en cours de séance, et quand je vois le suivi au début et puis après X séances, ce sont d'autres personnes qui réfléchissent différemment et qui sont dans le lâcher prise, dans le sens où ils se disent mais au final je suis en train de me casser la tête pour mon boulot et tout, alors que c'est moi d'abord. Donc si je prends soin de moi, si je pense positivement, si j'instaure ces petits exercices de respiration, si je me lève en ayant une pensée positive, je me sentirai mieux. Donc c'est quelque part avoir les clés. Et ce qui est chouette en sophrologie, c'est que c'est pas des accompagnements qui sont longs, c'est vraiment de donner les outils, puis la personne, comme elle les a, elle peut continuer un petit peu son chemin seule et pratiquer ça chez elle, à la maison, dans sa voiture, au travail, peu importe. Mais c'est une façon, c'est carrément changer son mindset en fait. Avec la sophrologie, c'est de se dire je pense différemment, je pense positivement, et je prends le temps de respirer, de m'ancrer, de vivre le moment présent. D'accord. Et ça passe aussi, bien sûr, par une certaine constance, j'imagine aussi, effectivement. Exact, oui, c'est une constance. Donc, évidemment, ça demande de la pratique,
Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une discipline, la sophrologie. C'est un peu comme un sport, c'est-à-dire chaque jour se dire, je peux pas me dire, je vais faire le sport que j'ai décidé de faire mon sport que le dimanche. Non, le sport c'est tous les jours. La respiration c'est tous les jours. La sophrologie ça doit être un petit peu tous les jours aussi. Ok, super. Le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil à donner justement à ces femmes qui se sentent submergées par le stress dans leur quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de famille, etc. Alors là, tu nous as donné énormément de tips, mais si tu as un mot de la fin justement pour pouvoir aiguiller ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place assez rapidement pour commencer à se sentir bien? On est preneuse. D'accord. Donc pour se sentir bien assez rapidement, moi je dirais donc voilà d'instaurer une routine. Vraiment, c'est super important. Une routine, l'heure d'aller se coucher, le fait de consommer moins de café, de bien boire, de faire une activité physique, d'avoir une petite to-do list, mais d'être aussi bienveillante avec soi-même, de se dire si j'ai pas tout fait, ce n'est pas grave, j'essaie de faire ce que je peux, de consulter des professionnels, donc que ce soit des naturopathes, sophrologues, un coach, une coach, peu importe, mais d'être accompagné par des personnes professionnelles. Parce que ça aide énormément. Et je dis toujours, c'est pas que la sophrologie, c'est une bonne alimentation, c'est une activité physique. Et c'est en même temps apprendre à bien respirer, parce qu'au final, cette respiration, elle nous accompagne, comme je le disais, donc autant bien l'utiliser dans son quotidien, prendre conscience que c'est un outil puissant. Et le fait de penser positivement, en fait, je le disais là tantôt, mais en fait, notre cerveau, il croit ce qu'on lui dit. Donc, si il n'arrive pas à faire de différence entre un mensonge quelque part ou une vérité. Donc, si je vais dire à mon cerveau, j'y arriverai jamais, je suis nulle, c'est trop pour moi, je parviendrai pas à surmonter cette épreuve, au final, on baisse notre niveau d'énergie. Contre, si on se dit, voilà, je vais y arriver, allez, je peux surmonter cette épreuve, je peux mettre des outils en place, je suis capable, pourquoi je serais pas capable, je vais le faire, je vais y arriver, et je vais mettre en place des choses dans mon quotidien, et je vais aller voir des personnes pour m'aider. Et au final, on augmente son niveau d'énergie. Et c'est ça qui est super important en fait, c'est de se dire je veux élever mon taux d'énergie et je veux qu'il reste en fait à ce niveau toujours, en tout cas essayer de le lever le plus haut et d'instaurer toute une routine autour pour pouvoir se sentir bien dans son quotidien et d'aller voir des professionnels. Franchement, investissez pour vous, parce que je dis souvent il y a des personnes qui me disent je me sens pas bien, je vais vite aller acheter un petit sac non, tout ça c'est du matériel. Investissez pour votre développement personnel, pour votre santé psychologique et physique. C'est des conseils que je donne. Après, pour tout ce qui est sophrologie, respirez, prenez le temps de respirer. Installez-vous, profitez du moment présent, mais vraiment profitez, c'est-à-dire ne mangez pas devant votre ordinateur, vite, non, profitez, regardez la couleur de vos aliments, sentez l'odeur de vos aliments, goûtez, mais voilà, de faire des choses en conscience. Pratiquer la pleine conscience. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Malika Nouri pour toutes ces informations, tous ces tips, tous ces astuces. Vraiment, c'est beaucoup plus clair. Merci à toi. Si on veut te retrouver, Malika, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, je n'ai uniquement qu'un compte Instagram. Donc, c'est @sophrologie_Nori. Et j'aurai probablement incessamment sous peu comment on appelle ça, une page internet, enfin voilà, un lien qui permettra de prendre les rendez-vous, parce que c'est vrai que uniquement sur Instagram, j'ai plus où donner de la tête, mais voilà, on me retrouve sur Instagram et j'ai été très très contente de partager avec toi toutes ces questions par rapport à la sophrologie, et c'était très riche et intéressant. Merci à toi pour ta bienveillance. Merci à toi, vraiment plaisir partagé. Donc de toute façon, je mettrai le lien de ton Instagram sous la description. Merci encore Malika, vraiment énormément merci pour le temps que tu nous as accordé, pour la qualité de ton intervention. Voilà, comme j'ai dit, il faut conclure, donc on conclut, mais j'aurais pu discuter encore avec toi pendant des heures. Merci beaucoup Malika. Merci à toi Myriam, merci.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.